Bienvenue dans cette présentation de la série Découvrir Jung. Le but de cette série de vidéos que vous propose le groupe Jung est de vous guider sur le chemin de découverte de Jung et de la psychologie analytique en vous donnant sous une forme succincte de 40 à 50 minutes une introduction. C'est un format bref, un exposé de l'essentiel ouvrant sur différents développements avec des indications de lecture, de présentation et de conférences permettant d'approfondir le sujet. La persona est le nom que Jung a donné au complexe fonctionnel à travers lequel se met en place le rapport avec les objets, par analogie avec le masque porté par les acteurs dans l'Antiquité. La persona est ce dispositif d'adaptation au monde que nous développons dans nos rapports avec lui. Elle ne se confond pas avec l'individualité, mais désigne ce que chacun représente pour lui-même et pour son entourage. Elle est ce que nous voulons montrer de nous et se constitue en fonction des autres et de soi-même. C'est l'image-rôle que l'on agit et que l'on essaye d'être. Je vous rappelle le modèle jungien de la psyché, avec le soi qui est à la fois au centre et englobant le tout, et les différents éléments, le moi et l'ombre dont nous avons déjà parlé, et au contact avec le monde extérieur, la persona, et au contact avec le monde intérieur, et permettant ce contact, l'anima ou animus. Nous parlerons de l'anima ou animus en avril et du soi en juin. La persona est un des concepts jungiens qui a suscité le moins de commentaires et d'écrits, et Jung lui-même n'en a pas énormément parlé. Nous allons essayer aujourd'hui d'en développer l'intérêt, y compris pour l'analyse et la thérapie. Le mot persona désigne à l'origine, dans le théâtre antique, le masque porté par les acteurs dont vous voyez une reproduction dans la pierre ci-contre. Jung a écrit, et c'est la définition qu'il en donne dans le glossaire de ma vie, la persona est le système d'adaptation ou la manière à travers laquelle on communique avec le monde. Chaque État ou chaque profession, par exemple, possède sa propre persona qui les caractérise. Mais le danger est que l'on s'identifie à sa persona, le professeur à son manuel, le ténor à sa voix, j'ajouterais le PDG à sa fonction, et tant d'autres exemples. On peut dire, sans trop d'exagération, que la persona est ce que quelqu'un n'est pas en réalité, mais ce que lui-même et les autres pensent qu'il est. C'est un concept que Jung a défini à la fin des années 1920 dans la dialectique du moi et de l'inconscient, et il le voyait comme essentiellement négatif dans la lignée de Schopenhauer qui écrivait « L'homme par le vêtement est devenu une grimace, un monstre dont la vie apparaît déjà répugnante ». Il fait dans cet ouvrage Parerka et Paralipomena la comparaison avec les animaux qu'il trouve tellement plus authentique. L'individuation est alors vue par Jung comme la dissolution de l'identification du moi à la persona en tant qu'élément de la psyché collective. L'identification n'a d'autre but que de libérer le soi, d'une part des fausses enveloppes de la persona, et d'autre part de la force suggestive des images inconscientes. Il a ensuite reconnu le rôle de la persona comme fonction de relation avec le monde externe et comme protection nécessaire pour le moi.
mais il n'a pas retravaillé la notion après 1928. Lorsque le moi n'est plus identifié à la persona, celle-ci peut jouer son rôle de fonction de relation avec l'autre, avec le monde externe, et est donc complémentaire de l'anima et de l'animus lorsqu'ils peuvent être compris comme une fonction de relation avec le monde interne. La première définition de la persona que Jung donne dans la dialectique du moi et de l'inconscient est la suivante. La persona n'est qu'un masque qui à la fois dissimule une partie de la psyché collective dont elle est constituée et donne l'illusion de l'individualité. Un masque qui fait penser aux autres et à soi-même que l'être en question est individuel, alors qu'au fond, il joue simplement un rôle à travers lequel ce sont des données et des impératifs de la psyché collective qui s'expriment. Il continue, la persona n'est que le masque d'un assujettissement général du comportement à la coercition de la psyché collective. Elle n'est qu'une formation de compromis entre l'individu et la société. La persona n'est qu'une apparence et, pourrait-on dire par boutade, une réalité à deux dimensions. Le leurre que constitue la persona consiste à prendre la représentation du sujet, qu'est la persona, pour le sujet lui-même. Et dans une telle logique, il n'y a pas d'espace symbolique. La première dimension de la persona est donc d'être un masque et que ce masque soit un mensonge. C'est la façade qui recouvre les composantes profondes de la personnalité et qui répond aux exigences du milieu social quotidien tout en cachant la psyché authentique. Si le masque indique la preuve de l'insertion sociale, il peut constituer un leurre quant à la véritable identité en simulant l'individualité alors qu'il s'agit simplement d'un rôle. Le vêtement est devenu une nécessité dans le jardin d'Éden après la consommation du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et la persona est ainsi reliée à la question du jugement négatif et elle permet à chacun d'espérer éviter un jugement négatif et même apparaître comme parfait. Chaque individu joue plusieurs rôles dans sa vie qui exigent différentes façons de se comporter et d'apparaître. Le masque est nécessaire comme protection de la psyché profonde, mais aussi comme signal au monde extérieur du rôle dans lequel la personne apparaît. Il peut cependant y avoir choix d'un masque volontairement trompeur, d'un manque d'authenticité, sans que ce soit une caractéristique intrinsèque à la persona per se. La persona est ainsi à la charnière entre la psyché personnelle et la psyché collective. Elle se définit en fonction de la psyché collective, mais elle comprend un certain ensemble de faits psychiques qui sont perçus comme personnels alors qu'il ne s'agit que du masque de la psyché collective. La véritable personnalité individuelle réside dans le soi inconscient qui, en dépit du sentiment conscient du moi, parfois d'être identique à la persona, se fait sentir directement et indirectement dans les choix et les traits de la persona. À travers l'analyse de l'inconscient personnel, le conscient est inondé de contenus collectifs qui apportent avec eux les éléments de l'individualité et de l'individuation. La persona, pour collective qu'elle est donc façonnée par le soi. La nature de la persona, et ce en quoi elle est indispensable, est sa fonction de relation, de médiateur entre le moi et l'environnement. La persona est donc l'interface avec le monde externe.
Et comme nous le rappelait Schopenhauer, nous ne pouvons interagir avec le monde externe dans notre nudité. Et donc le vêtement caractérise l'être humain. Il est la forme la plus simple de l'expression de ce que nous voulons montrer à l'extérieur, notre persona. La persona exprime surtout la fonction que remplit l'individu. L'uniforme en est l'exemple le plus évident. Il permet par exemple d'identifier le policier et son droit à nous demander nos papiers. Le professeur, dans sa classe, montrera une persona différente de son comportement en tant qu'être privé, et sa persona de professeur est indispensable pour avoir l'autorité nécessaire. Si la différenciation entre être privé, moi authentique, et persona n'existe pas, il y a identification à cette dernière et possiblement inflation et impossibilité d'individuation. On peut aussi se dire que l'identification à sa profession, donc à cette part de la persona, compte parmi les causes du mal-être de nombreux retraités nouvellement arrivés à ce stade. Par quels attributs chacun exprime-t-il sa persona? Premier élément évident sont les vêtements, mais il y a aussi le maquillage, le type et l'aménagement de l'habitat, sa décoration, la voiture, signe évident pour certains de la puissance et de l'autorité, les armoiries, les médailles, mais aussi par le langage, qu'il soit oral ou écrit, et enfin globalement par les modes relationnels, et par exemple la mise à distance par le vouvoiement, la timidité ou l'arrogance. La persona a donc une fonction d'adaptation et de subjectivation. Elimbert nous dit « La persona est la forme que prend une personnalité en fonction de son environnement. » Et au cours du développement, les identifications du moi vont se développer pour former une persona permettant une adaptation souple et variée dans le cas où tout se passe bien. La conscience collective, représentée par le surmoi, devient une partie de la persona qui doit être fait sienne par l'individu, avec discrimination, dans un processus de subjectivation, d'individualisation. Sinon, l'individu sera régi par la peur et la culpabilité. Nous verrons plus tard dans cet exposé comment la constitution de la persona se fait et pourquoi il peut y avoir peur et culpabilité. Le mot persona, dans la littérature jungienne, est le plus souvent utilisé dans le contexte d'une adaptation pathologique, d'une attitude stéréotypée, rigide. C'est la première définition de la persona par Jung, telle que nous l'avons vue. Ce que la société attend de chacun, les différents rôles sociaux, les identités sociales, sont des composantes de la personnalité de chacun selon le degré de liberté qu'il arrive à établir par rapport aux demandes de l'extérieur, selon son degré d'adaptation justement. On peut penser aux identités de genre, à l'identité familiale, aux identités de groupe, aux identités professionnelles, mais aussi nationales, religieuses, etc. Toutes les appartenances qu'un individu peut avoir. Les composantes familiales de la persona sont les plus prégnantes pour chacun. Beaucoup de familles ont leur mythe, qui s'exprime par « dans la famille, on est comme ci et pas comme cela ». Et cela peut aboutir à l'interdiction de développer certains aspects de la personnalité qui se retrouvent faire partie de l'ombre. Les normes, les comportements, les façons d'être sont transmises dans la famille avec ses valeurs propres. L'attachement affectif à cette transmission peut être un obstacle à la dissolution de la persona pour développer un moi authentique.
Les appartenances contribuent fortement à l'identité de chacun. Et la psychologie a largement travaillé sur le fait qu'il est très difficile de se différencier d'un groupe. Les effets d'entraînement peuvent aller vers l'individuation, comme dans les groupes thérapeutiques, ou vers l'indifférenciation, parfois mortifère, dans les mouvements de foule. Et l'histoire nous en a fourni de nombreux exemples. La suggestibilité à une possession par un archétype y est accrue. Les complexes culturels, un concept qui a été beaucoup développé par les post-jungiens dans les récentes années, ces complexes culturels donc ont aussi un jeu avec la persona. La représentation qu'a chaque groupe culturel de son identité définit une composante de la persona. Et ces complexes culturels peuvent aussi rejoindre les problématiques d'exclusion et de rejet de la différence. Il peut y avoir une très forte pression à se conformer aux normes du groupe culturel ou national. Les stéréotypes de genre restent très puissants, même s'ils sont combattus dans la société occidentale actuelle. L'apparence féminine en particulier est très fortement marquée par les prescriptions de la société dans laquelle la femme vit, par le port du voile, le maquillage, la longueur des jupes, le poids. Les prescriptions varient selon les sociétés et les périodes, mais restent très prégnantes. Au-delà de l'apparence, les attentes quant à l'autonomie et aux capacités féminines sont très limitantes dans beaucoup de sociétés. Enfin, les personnes homosexuelles et transgenres sont très contraintes dans l'affirmation de leur identité, même dans les sociétés occidentales qui ont pourtant fait quelques avancées dans ce domaine récemment. Pour être fonctionnelle, la persona doit porter les traits de la fonction principale de l'individu, pensée, sentiment, intuition ou sensation, et de l'orientation extravertie ou introvertie. Et si ce n'est pas le cas, elle semblera contre nature. Un introverti prétendant être extraverti fait une fausse impression, faisant semblant de s'adapter à une sociabilité bruyante et artificielle. Dans le monde actuel, où l'extraversion est très valorisée, c'est une problématique courante. L'extraverti s'identifie plus facilement à la persona que l'introverti, car il est plus à l'écoute du monde extérieur. Alors que l'introverti gardera plus facilement conscience que sa persona n'est pas son être profond. Il n'est pas totalement évident que la persona soit un complexe. Elle peut fonctionner comme un complexe autonome et automatique qui sert de moi dans certaines circonstances émotionnelles, dans les cas où l'espace intérieur n'est pas suffisamment constitué. Dans le théâtre grec, le masque, la persona, visait à permettre l'incarnation de destins typiques, archétypaux et dépersonnalisés, cachant l'individualité de l'acteur. Les rôles que nous jouons sont ainsi l'expression de nos complexes et des archétypes sous-jacents, qu'on pense par exemple au rôle de sauveur, de bienfaiteur ou de mère exemplaire, pour ne citer que cela. La persona est ainsi du domaine du conscient, mais aussi une porte vers l'inconscient. Dans un fonctionnement sain, la persona est plutôt une fonction du moi, pour lui permettre d'adapter les comportements, les vêtements, les humeurs et le mode relationnel aux circonstances. Chacun développe ainsi plusieurs masques. Le masque permet aussi de rencontrer l'archétypal, et s'il n'y a pas inflation et identification, de rencontrer l'unique éternel et le collectif humain, enrichissant l'individu d'une liberté supérieure. Des exemples frappants en sont donnés dans les fêtes de carnaval, et en particulier dans le monde germanique, ils permettent encore une grande liberté sous le port du masque, et cela peut rappeler le culte de Dionysos et tous ses excès, ainsi que le masque porté par les sorciers et les chamans
de civilisations archaïques. Le port du masque libère de la peur et l'ego conscient disparaît derrière l'inconscient collectif. Et il est donc libéré de toute responsabilité individuelle, revenu au temps d'avant le développement de la conscience d'être un individu, et plus seulement un être façonné par les valeurs collectives. Le désir de mimétisme est revenu plus fort dans le monde moderne, qui est à nouveau perçu comme dangereux, à l'instar de ce que les primitifs percevaient du monde autour d'eux. Le masque de l'homme moderne est sa persona, dans ses aspects protecteurs, mais aussi aliénants et déresponsabilisants. L'idéal du moi représente ce que l'on aimerait être et est une composante de la persona, qui doit également tenir compte de façon réaliste des possibilités de l'individu et de l'environnement dans lequel on voudrait être vu et accepté sous telle et telle forme. L'identification à la persona peut conférer une puissance ou un prestige magique, et on peut penser à certains dirigeants totalement identifiés à leur fonction. C'est une gratification narcissique importante. La reconnaissance par la société conforte l'image idéale de l'homme tel qu'il devrait être pour satisfaire les besoins collectifs. C'est aussi le cas pour les composantes familiales de celui qui doit être le digne fils de son père, par exemple. Ces gratifications secondaires peuvent être un obstacle à la dissolution de la persona et sur le chemin de l'individuation. Jung introduit la question de la persona à partir de l'exemple du medicine man et de la protection des secrets rituels. Par le masque, le medicine man ou le chef est mis en marge de la sphère de la psyché collective et d'ailleurs, dans la mesure où il parvient à s'identifier à sa persona, il s'y dérobe réellement. Si on voit aujourd'hui le jargon professionnel qui permet de se reconnaître et d'exclure les non-initiés avec des attentes concernant le professionnalisme de l'interlocuteur pour ces non-initiés. Et les façons d'être propres à chaque rôle dans la société sont une partie de la persona qui permet au monde extérieur de reconnaître en quelle fonction la personne agit. Un domaine important et où on retrouve la notion du sacré est celui de la persona de l'analyste, qui lui permet de créer le lieu psychique interne où l'élaboration peut avoir lieu. L'analyste peut garder le secret, créer le jardin de secret à l'abri de la persona et ainsi permettre l'élaboration de l'espace psychique du patient qui dispose de la surface de projection permise par la persona de l'analyste. La persona est aussi une protection. Elle protège la maturation du moi. Elle est indispensable dans la première moitié de la vie. Et dans la seconde moitié de la vie, il est plus facile de s'en tenir à qui on est vraiment et de se moquer de l'opinion du monde extérieur. Chez les adultes, la persona protège un ego faible, non encore développé. Elle peut être le produit de la peur de l'environnement. Cet ego faible est à la merci de toute influence, cherchant à plaire ou cachant sa faiblesse derrière un masque important et imposant. Et nous savons bien combien il est difficile pour chacun de perdre la face et que donc la persona soit mise en défaut. Tant que la persona se développe librement, se différencie et reste flexible, elle est une aide au développement de la personnalité. Nous allons maintenant nous intéresser à la persona et à son rôle dans la dynamique psychique. La persona n'est pas seulement un vêtement que l'on pourrait jeter facilement.
il y a des aspects affectifs importants. L'attachement à la persona est vécu comme attachement à une famille, un groupe, une culture qu'on ne veut pas trahir. Et l'archétype à la base de la persona est souvent l'archétype de la grand-mère dans son aspect phallique, et nous y reviendrons quand nous parlerons de la constitution de la persona dans une optique développementale. Il y a enfin un aspect de contrainte morale. La persona est comme un contrat liant l'individu à la société et lui imposant certaines obligations et certains comportements auxquels il peut être très coûteux de déroger. Au cours du développement, il y a refoulement de certains aspects instinctifs et identification aux normes socio-culturelles. Et les identifications vont se diversifier au fil de l'expérience personnelle. Organisatrice de la vie en société, la persona est liée aux exigences éducatives, permettant un contact fluide dans les rapports humains dans un cadre culturel donné. La persona est à l'interface des mondes externes et internes et permet ainsi au moi de se présenter aux objets externes, tout en tenant compte des objets internes. La persona est la gardienne du projet de l'individu et de son intimité. Elle est donc aussi la gardienne du soi. Si la relation au monde intérieur ne peut pas s'établir, l'individu cherche à satisfaire autrui et risque de se perdre en tant que sujet dans une extraversion où il n'y a pas de différenciation entre le moi et l'autre, le collectif. L'identification à la persona peut stopper le développement du moi ou l'atrophier. Le faux self, tel que Winnicott l'a décrit, résulte d'une organisation pathologique dès la relation primaire, d'un défaut d'instauration du moi dans les attachements primaires. Ce qui ne s'est pas inscrit dans une relation primaire échappe à la représentation, et les représentations de la psyché collective en prennent la place. Le développement du faux self est lié aux échecs d'adaptation dans l'environnement maternel précoce. C'est la capacité de la mère de répondre à la toute-puissance de l'enfant qui permet l'émergence du vrai self. Et les frustrations amènent l'émergence du faux self. Les descriptions que fait Winnicott des degrés d'organisation du faux self sont très semblables à ce que nous disons des fonctions de la persona. C'est sur l'origine, dans la constitution du moi, qu'il y a divergence entre faux self et persona, entre Winnicott et Jung. Les degrés d'organisation du faux self sont tout d'abord, à l'extrême, le faux self qui se prend pour la personne, donc l'identification à la persona. Le vrai self inapparent restant dissimulé. Cependant, il manque au faux self quelque chose d'essentiel. Socialement, la personne est ressentie comme fausse. Le faux self protège le vrai self qui reste virtuel. C'est le deuxième stade. C'est l'exemple le plus clair d'une maladie clinique organisée dans un but positif, la préservation de l'individu en dépit des conditions anormales de l'environnement. Plus proche de la santé, le faux self peut prendre en charge la recherche des conditions qui permettront au vrai self de recouvrer son bien, c'est-à-dire son identité propre. Encore plus proche de la santé, le faux self s'établit sur la base d'identification. Et enfin, chez une personne en bonne santé, le faux self est constitué de ce qui organise une attitude sociale polie, de bonne manière et une certaine réserve. C'est cette politesse qui permet la vie en société. Et on peut dire que c'est aussi une persona souple et adaptative. Nous voyons donc que persona et faux self sont des concepts très proches. La persona est une composante nécessaire de toute personnalité. Son interface
avec le monde extérieur. Jung parle d'un faux moi qui résulte d'un mouvement secondaire, de retour à un état archaïque en face d'un conflit relationnel avec le monde externe. Le faux moi est une personnalité acquise, née d'opinions erronées. On pourrait l'appeler persona, ensemble représentatif de notre être, forme abstraite de l'expérience de notre action sur notre entourage et de son action sur nous. La persona représente ce que chacun représente pour lui-même et pour son entourage, mais non ce que chacun est. L'existence en chacun à la fois d'un moi conscient et d'une persona consciente est une dualité qui trouve ses racines dans la position schizoïde telle que Melanie Klein l'a décrite. Et la relation mère-enfant est fondamentale dans le développement des mécanismes schizoïdes. Et la persona se crée par adaptation au monde extérieur, et le premier représentant de ce monde auquel l'enfant doit s'adapter est sa mère. Dans cette lignée, une approche développementale de la persona, telle qu'elle a pu être développée par Michael Fordham et l'école développementale jungienne anglaise, cette approche nous dit la persona se développe comme une série de compromis entre le moi primaire et l'environnement pendant le stade de la position schizoïde. Si cela se produit dans une gamme normale d'anxiété, nous pouvons appeler la persona qui se développe une promesse de compromis acceptable en tant que médiateur entre les mondes intérieurs et extérieurs. Si toutefois le nourrisson éprouve une forte anxiété au cours de cette étape, en raison des défaillances de l'environnement maternel, alors de plus en plus de compromis sont faits avec le monde extérieur aux dépens du moi primaire. La persona se développera alors comme un rôle adapté, d'abord pour minimiser le conflit entre la mère et l'enfant, puis de manière défensive pour éviter un véritable contact émotionnel qui menacerait la stabilité psychique quand cet enfant est devenu adulte. L'enfant développe le faux self pour minimiser la frustration et maximiser la gratification de la mère, de sorte que lorsque l'adulte se trouve dans une situation d'anxiété, il y a un désir inconscient de rétablir le contact avec la mère gratifiante et protectrice, ce qui, à son tour, augmente l'identification au faux self et à la fausse persona. C'est ici que nous retrouvons l'archétype de la grande-mère sous-jacent à l'identification à la persona. Ce point de vue développemental présente donc une description multifactorielle de la persona, dont la nature de base est collective. Elle se développe dans des rôles et des modes d'action spécifiques par l'interaction avec le milieu social. Mais son importance, le degré auquel elle se manifestera chez une personne particulière, sont attribuables à l'importance sous-jacente des mécanismes schizoïdes qui sont dérivés de la relation maternelle précoce. On peut distinguer deux types d'identification à la persona. D'abord l'identification aux valeurs du conscient collectif, qui va se retrouver dans des mécanismes névrotiques, ou l'identification aux grandes images collectives qui va aboutir à une inflation et un délire. Enfin, Jung nous rappelle que les convictions que l'on a sur soi-même sont la forme la plus subtile de la persona. Elles constituent les obstacles les plus subtils sur le chemin de l'individuation. Nous pouvons presque tout admettre et pourtant conserver l'idée que nous sommes nonobstant ceci et cela.
et ça reste un obstacle important, une résistance importante sur le chemin de la dissolution de la persona. Le névrosé est capable d'utiliser l'identification à une persona à des degrés divers comme mécanisme de défense temporaire sans perdre son identité de moi. Il est possible pour le névrosé d'augmenter l'identification à la persona et en même temps de maintenir l'identité du moi. Chez le schizophrène cependant, l'identification à une persona est une manifestation plus directe des mécanismes schizoïdes qui dominent la personnalité. Contrairement au névrosé, le schizophrène doit soit l'identifier complètement à la persona, soit ne pas s'y identifier du tout. Car les mécanismes de défense primitive, que sont le dédoublement et le déni, maintiennent toutes les autres structures psychiques, telles que les composantes du moi associées à l'ombre, séparées de la persona. Lorsque les mécanismes de défense ne sont plus en mesure de tenir, une régression vers un épisode psychotique aigu se produit. Puis typiquement, la persona recule et les composants du moi associés à l'ombre émergent, au moins temporairement, et c'est la crise psychotique. Il est nécessaire d'avoir plusieurs masques pour s'adapter à des circonstances différentes, mais celui qui veut s'adapter à tout perd entre autres le lien avec son être profond et l'ombre sera empêchée de s'exprimer autrement que de manière éruptive lorsque la vie soumet la psyché à des changements importants, sans être dans le cas psychotique dont nous venons de parler, et ces changements importants peuvent être des changements dans la vie extérieure, tomber amoureux ou perdre son amour, perdre son travail. Les grands changements de la vie vont révéler une personnalité très différente de celle qui s'exprimait pour plaire à tout le monde. Et l'on retrouve ce que l'adage « qui veut faire l'ange fait la pète » nous exprime de façon quotidienne. Et la perte de la persona familière aura ainsi des conséquences désastreuses. La persona est la fonction de relation du moi aux objets externes et l'anima animus, la fonction de relation aux objets internes. Elle semble donc à l'opposé du spectre de représentation de la psyché. La persona relie l'individu au conscient collectif, mais aussi aux racines archétypales de ce conscient. L'anima animus, de son côté, relie à l'inconscient personnel et collectif et compense donc la position opposée de la persona, et la persona et l'anima fonctionnent en complémentarité l'une de l'autre. La régression thérapeutique est un processus qui attaque les ressorts de la répétition. Elle réactive le pattern de retour à la mère et se présente comme un travail des complexes. Et elle commence par la déconstruction de la persona et du discours qui lui sert de trame. Et c'est un morcellement préalable à une restructuration impulsée par la dynamique du soi. La régression se développe selon 3 dimensions, topique, formelle et temporelle. Elle se heurte aux 2 systèmes de défense que sont le refus et la fascination, faisant le jeu de la pulsion de mort, l'analyse ayant à passer entre ces 2 écueils. Enfin, Herbert continue, tout à la fois plongée dans la mémoire généalogique et collective, la régression est souvent marquée par l'émergence de 2 images archétypiques, l'enfant et le primitif, correspondant à un recentrage du psychisme dans le corps. Dans le choix singulier de sa persona, nous dit Jung, dans la dialectique, et dans sa délimitation, telle que l'élit un sujet, réside déjà quelque chose d'individuel. Le soi inconscient, c'est-à-dire à proprement parler l'individualité, est toujours présent. L'influence du soi se manifeste tout d'abord dans la nature particulière des éléments de l'inconscient qui viendront compenser et contrebalancer
la situation consciente. L'analyse de l'inconscient amène à la conscience, en même temps que les éléments de la personnalité, les matériaux collectifs. Cette dissolution produit un effondrement de l'attitude consciente, et la régression peut parfois ne pas parvenir à l'individuation et amener une restauration de la persona brisée. Cela se traduit par un rétrécissement de la personnalité, ou encore une invasion de contenus archétypaux résultant en une inflation ou un éclatement des fantasmes refoulés, conduisant parfois jusqu'à la psychose. La persona est aussi une résistance à l'analyse, car dès le début de la psychothérapie, il y aura une résistance au changement de la persona, car par l'identification, elle est devenue la base des interactions personnelles du patient. Les relations que le patient a établies, aussi superficielles soient-elles, sont ses seules relations, et modifier la persona revient à menacer l'ensemble de son champ interpersonnel. En outre, la persona, qui existe peut-être depuis longtemps dans sa forme exagérée actuelle, peut dominer tout le mode de comportement du patient. Elle est devenue plus qu'un rôle, c'est le modèle de comportement caractéristique de la personne. Et si la personne continue avec la persona gonflée, elle souffre de l'anxiété d'un soi dissocié et isolé, alors que le mouvement initial d'éloignement de la persona la confronte à l'anxiété associée au changement de son environnement interpersonnel et de sa réalité extérieure. Dans les deux cas, il y a anxiété. On ne peut pas sous-estimer la puissance des gains secondaires de la persona et la résistance qui sera rencontrée si la modification de la persona a des effets dramatiques sur le milieu social. En conclusion, la persona est un compromis entre l'individu et la société. C'est l'interface du moi avec le monde extérieur, mais elle est intrinsèquement reliée à l'espace psychique interne. Si le moi est identifié à la persona, il n'y a pas d'espace de symbolisation, et la persona bien développée fonctionne comme protection du moi et de l'individuation. Comme je vous l'ai dit, il y a peu de sources sur la persona, et je vous ai cité ici les quelques ouvrages essentiels ou articles essentiels que j'ai consultés. La dialectique du moi et de l'inconscient de Jung, l'excellent ouvrage de Yolande Jacobi, qui n'est malheureusement pas traduit en français, Die Seelenmaske, traduit aussi en anglais comme Mask of the Soul, assez difficile à se procurer. Et enfin, les cahiers jungiens de psychanalyse ont consacré un numéro entier à la persona, le numéro 58. Et enfin, 2 articles du Journal of Analytical Psychology de Wayne Houston et de Martin Schmidt exposent les développements post-jungiens auxquels je vous ai fait allusion. Le groupe Jung a fait un certain nombre de conférences qui parlent de la persona, et vous en voyez ici la liste.